Mesdames, Messieurs, bonjour. Heureuse de vous retrouver dans le débat politique de ce samedi 27 décembre 2025 où nous allons aborder une question cruciale, une question de souveraineté nationale. La question de la colonisation n'appartient pas au passé, elle continue de façonner les relations internationales, les équilibres diplomatiques et les débats politiques d'aujourd'hui et d'hier. En Algérie, la loi criminalisant la colonisation revient au centre des débats publics après son adoption il y a quelques jours par l'Assemblée populaire nationale dans un contexte marqué par des tensions mémorielles récurrentes, des déclarations controversées des relations algéro-françaises toujours aussi tendues. Cette loi pose une question fondamentale. Peut-on tourner la page sans justice mémorielle ? La reconnaissance des crimes coloniaux est-elle une condition de relations apaisées entre les deux pays ? Mémoire et justice, peut-on parler de justice sans reconnaissance officielle des crimes coloniaux ? La mémoire peut-elle être légiférée ? Doit-elle être légiférée pour prétendre à une réparation ? Cette loi répond-elle aujourd'hui à toutes les conditions de telle sorte à apaiser les relations ? Et bien sûr, pour débattre de toutes ces questions, nous avons le plaisir de recevoir ici en direct dans les studios Monsieur Karim Zeribi, qui est éditorialiste et spécialiste des questions internationales et des relations entre l'Algérie et la France. Nous avons également avec nous Monsieur Allel Boutelja, député à l'Assemblée populaire nationale, et nous avons aussi avec nous à nos côtés M. Hassan Qassimi, spécialiste des questions géopolitiques et sécuritaires. Débat politique avec Sohila Lajmi. Alors, première question avec M. Karim Zeribi. On parle bien sûr de cette loi qui vient d'être adoptée mercredi dernier par l'Assemblée populaire nationale, qui a suscité des réactions de part et d'autre, de par l'Algérie et de l'autre côté par des hauts responsables français, des médias également français. Peut-on aujourd'hui tourner la page de l'histoire sans justice mémorielle ? Bonjour Soleil Lachmi, donc à l'évidence la question que vous posez mérite une réponse claire et l'acte qui a été posé par l'Assemblée nationale algérienne est un acte de souveraineté, de clarification selon moi, de clarification historique parce qu'il est absolument nécessaire de regarder l'histoire en face avec vérité. Je crois que c'est ce que les députés algériens ont dit à travers cette loi de criminalisation de la colonisation. Donc les 132 ans qui lient l'histoire de la France et de l'Algérie n'ont jamais été reconnus comme il se devait donc par la France. Et il était important que l'Algérie pose un acte de souveraineté. Un acte de souveraineté qui permet à l'Algérie de ne pas laisser quiconque conter son histoire. Et c'est aux Algériens de raconter l'histoire de leur pays et à la représentation nationale, en l'occurrence, de le rappeler avec force et conviction. C'est ce qui a été fait à travers cet acte, qui n'est pas un acte d'hostilité, je le dis immédiatement à l'égard de la France, contrairement aux mots que j'ai pu entendre et aux réactions qui ont été celles notamment du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. C'est un acte de clarification. Un acte de clarification n'est pas un acte d'hostilité. Alors vous dites ce n'est pas un acte d'hostilité mais un acte de clarification. Pourtant ce n'est pas les propos qui ont été tenus par les hauts responsables français. Comment peut-on qualifier aujourd'hui cette question de souveraineté ? Monsieur Allel Boutelja, député à l'Assemblée populaire nationale. Bonjour Sohila, bonjour à vos invités, à mes auditeurs et merci pour cette invitation. Pour ce qui est de l'adoption du projet de loi criminalisant le colonialisme français en Algérie de 1830 à 1962, nous, en tant que députés, c'est un acte qui reflète bien sûr l'esprit de tout un peuple. C'est tous les Algériens qui revendiquaient cette loi de cette manière en mémoire des millions de nos martyrs et rendront hommage à toutes les victimes de la colonisation qui a duré 132 ans. Bien sûr, nous, en tant que députés, en tant que représentants du peuple, ce qui nous intéresse, ce n'est pas les réactions des uns et des autres,
l'État français, l'Assemblée nationale française, quand elle a adopté la loi des bienfaits de le colonialisme et glorifiant le colonialisme, n'a pas réfléchi 2 fois pour attendre des réactions des anciens colonies. Et au jour d'aujourd'hui, nous aussi, en tant que pays souverain, en tant qu'Assemblée nationale représentant le peuple algérien en toute souveraineté, on a adopté cette loi qui qualifie, qui déclare les crimes d'État lors de la colonisation de l'Algérie en 132 années. Mais est-ce qu'on peut considérer que cette loi, M. Allel Boutelja, répond à une attente populaire réelle au vu des milliers de réactions ici et ailleurs? Eh ben oui, et puis il faut le rappeler que ce n'est pas la première tentative au niveau de l'Assemblée nationale, c'est pratiquement la 6e tentative à chaque fois, les tentatives de faire passer cette loi criminalisant le colonialisme ne voit pas le jour au niveau de l'Assemblée. Cette fois-ci, tout le monde l'a senti. Il y a eu la volonté politique des autorités du pays. Il y a aussi les exigences et bien sûr tout un peuple qui est derrière. On l'a senti. Il y avait une commission qui a été installée déjà depuis le mois de mai. On a un petit peu senti et on a auditionné plusieurs spécialistes, des historiens, des anciens moudjahids, des fils de chéhids, des réalisateurs de films historiques. C'est toute une panoplie de personnalités nationales qui a été auditionnée par la commission installée par M. Brahim Boughali, le président de l'Assemblée nationale. Et il faut le rappeler aussi que cette adoption a été faite par l'unanimité de l'Assemblée, en présence de tous les députés, et pas seulement des groupes parlementaires de l'Alliance présidentielle ou soutenant le programme du président, mais même par l'opposition. Tout le monde était derrière ce projet de loi et tout le monde a travaillé dessus. Et là, cette loi, elle est adoptée et nous sommes fiers et nous sommes honorés pour cette 9e législature que cette loi est passée. Et encore une fois, je confirme que ça reflète le sentiment et l'exigence de tout un peuple algérien. Alors, des chapitres importants ont été adoptés par rapport à cette loi. Bien sûr, il y a la criminalisation de la colonisation, mais il y a aussi l'aspect d'indemnisation. La mémoire peut-elle être légiférée ou doit-elle être légiférée pour prétendre à une réparation, puisque la loi le prévoit déjà? Monsieur Allel Boutelja, rapidement. Eh bien oui, la loi a été structurée en 5 chapitres, dans 27 articles. Elle a recensé 27 formes de crimes déjà, et elle exige et elle met un moyen juridique entre les mains des autorités algériennes et du gouvernement algérien pour poursuivre tous les moyens juridiques et judiciaires pour exiger à la France de reconnaître ces crimes et de faire des excuses par rapport à ces crimes qui sont qualifiés de crimes contre l'humanité. Alors, Monsieur Hassan Qassimi, par rapport à cette loi, par rapport à ces aspects, il y a l'article 9 qui prévoit la judiciarisation de la mémoire. Qu'est-ce que cela comprend? Dans le discours politique en Algérie, il y a une évolution assez remarquable. Donc, nous passons de la mémoire, de l'histoire de la mémoire à l'aspect juridique de la mémoire. D'abord, il faut rappeler que l'aboutissement de cette proposition de loi qui émane pratiquement des groupes parlementaires de l'Assemblée, il y a un consensus politique autour de cette question. Deuxièmement, nous devons absolument mettre en évidence les enjeux qui sont tout autour de ces problématiques, à savoir que passer vers le volet juridique, c'est pratiquement consacrer un nouveau narratif de la mémoire et faire une rupture d'un narratif qui a existé dans le passé, particulièrement le monopole du narratif français sur les questions de mémoire, où il y a eu des manipulations, des instrumentalisations, et on est allé tellement encore vers des aspects encore plus odieux. En 2005, souvenez-vous, on a fait du colonialisme qui était un crime contre l'humanité. On a essayé de lui trouver des bienfaits sur la présence du colonialisme en Algérie.
Algérie. Donc vous voyez que l'aspect juridique d'abord permet de défricher le terrain, permet d'ouvrir un peu le débat de manière plus sereine et de tracer les grands axes de la stratégie des autorités algériennes sur ces questions. Donc une loi sur la mémoire est une rupture par rapport au narratif colonial sur ce qui s'est passé durant toute la période coloniale en Algérie. Et c'est aussi, bien sûr, elle permet d'ouvrir des horizons pour l'avenir. Pourquoi? Pour la simple raison qu'il y a des perspectives de judiciarisation de la mémoire, d'aller dans l'avenir vers, bien sûr, aller vers des recours judiciaires sur le plan international. Mais même sur cet aspect-là, il faut le préciser, que le temps n'est pas encore arrivé pour aller vers une judiciarisation de toutes ces questions sur le plan international, pour la simple raison qu'il y a encore beaucoup de verrous qui ne permettent pas d'aller vers des instances internationales telles que le tribunal pénal international, la Cour de justice, la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a des verrous qui ont été posés, tels que je peux en citer l'un des plus importants, c'est le principe de la non-rétroactivité qui ne permet pas de juger pour le moment les crimes en relation avec le colonialisme. Mais toujours est-il, il faut rappeler qu'il y a des brèches qui ont été faites durant le jugement des crimes nazis avec le tribunal de Nuremberg en 1945. On a jugé, c'est un tribunal qui a jugé de crimes qui étaient antérieurs à la mise en place de ce tribunal. Donc cela veut dire, si on met en œuvre un certain nombre de principes que je pourrais peut-être citer, le droit coutumier, ou d'ailleurs c'est un ensemble de règles non écrites, mais qui a un caractère juridique opposable aux États pour la simple raison que tous les États acceptent les principes du droit coutumier. Il y a encore d'autres principes qui sont au-dessus des traités. Ce sont les principes qu'on peut appeler le jus cogens. Le jus cogens, ce sont des principes et des mécanismes qui ont été mis en place, qui sont inviolables et qu'on ne peut pas modifier, même par des traités. Donc ce sont, en mettant en place tous ces leviers, on peut aller vers le jugement des crimes de guerre qui ont été commis durant toute la période de colonisation de 1830 à 1962, et aussi sur la base du principe de l'imprescriptibilité des crimes coloniaux, et sur la base d'un autre principe. Il faut rappeler aussi qu'en France, en 68, vous pouvez me confirmer, c'est en 68, il y a eu la loi sur l'amnistie, amnistiant des criminels de guerre, alors que sur le plan du droit international, nous savons tous que ce sont des faits qui ne sont pas amnistiables. Donc, il y a encore des brèches qui nous permettent d'utiliser un certain nombre de leviers juridiques qui peuvent permettre de juger les crimes coloniaux à travers, bien sûr, même s'il y a encore des verrous. On pourrait peut-être tout à l'heure, si vous m'en donnez l'occasion, revenir pour parler de ça. Bien sûr, je vous donnerai la parole dans un moment. Monsieur Hassan Qassimi, vous l'avez déclaré un instant, ce sont des actes ni amnistiables, ni prescriptibles selon, bien sûr, les termes de la loi. Monsieur Karim Zeribi, vous l'avez déclaré au début de cette émission, la loi n'est qu'une reconnaissance et non un acte d'hostilité à l'égard de la France. Pourquoi la question coloniale reste-t-elle aussi sensible en France et par les dirigeants français, particulièrement l'extrême droite? Pourtant, on se souvient qu'en 2001, ils avaient adopté une loi glorifiant la colonisation. Monsieur Karim Zeribi. C'était en 2005. Donc 2005, ils ont fait cette tentative à l'Assemblée nationale. Heureusement que Jacques Chirac n'a pas ratifié effectivement cette loi proposée par les descendants de l'OAS, faut-il le rappeler, au sein de l'Assemblée nationale française, et à des postes de responsabilité politique en France. Nous avons des descendants de l'OAS qui ont une forme de nostalgie et de domination perdue à l'égard de l'Algérie, une forme d'algérophobie permanente, récurrente, qui revient en permanence. Sur la question mémorielle, on voit que la France tergiverse. C'est un pas en avant, deux pas en arrière. Et d'ailleurs, moi je dis que les parlementaires algériens n'ont fait que acter la position même du président de la République française, Emmanuel Macron, qui a qualifié de crime contre l'humanité, faut-il le rappeler, la période coloniale, en 2017, lorsqu'il était candidat.
Kenya. Donc quelque part, c'est un rappel aussi au président de la République française de la nécessité pour lui d'aller au bout d'une reconnaissance pleine et entière de l'histoire et cesser cette forme de, je dirais, morcellisation de l'histoire. On ne peut pas reconnaître l'histoire par petits pas. Et d'ailleurs, c'est une problématique franco-française, faut-il le rappeler. C'est l'ancien député européen que je suis qui vous le dit. Donc l'Allemagne a fait un travail de reconnaissance historique à l'égard de la Namibie d'abord, à l'égard d'Israël ensuite, les Pays-Bas à l'égard de l'Indonésie, l'Italie à l'égard de la Libye, donc la Grande-Bretagne l'a fait aussi également à l'égard du Kenya. Donc on voit bien que c'est un problème franco-français et que les Français ont du mal à regarder l'histoire en face. Je ne peux pas comprendre cette hésitation-là, car on ne parle pas de la France d'aujourd'hui. On parle du régime colonial. On ne parle pas des Français d'aujourd'hui. Ils ne sont pas responsables de la colonisation. Donc, et ce serait au contraire faire œuvre de dignité que de reconnaître l'histoire de France avec ses ombres et ses lumières. Il y a des pages lumineuses, comme pour toute nation, mais il y a des pages sombres, ignobles. Et la colonisation en est une. Donc, et la France se grandirait de reconnaître son histoire et de la transmettre à tous ses enfants. Moi, j'ai été scolarisé au sein de l'école républicaine française. Jamais on nous a parlé de la période coloniale. C'est une page qui a été balayée d'un revers de main. On n'a jamais évoqué l'ignominie de la colonisation, alors que des historiens français reconnaissent l'histoire aujourd'hui, de 1830 à 1962, donc avec le génocide lorsque les Français sont arrivés en Algérie, avec la période coloniale, le code de l'indigénat et le traitement humiliant permanent, avec les enfumades, avec, je dirais, les villages, les villes dévastées, les expropriations, les viols de masse. Je veux dire, c'est une honte aujourd'hui de ne pas reconnaître son histoire. Donc, et encore une fois, d'autres pays l'ont fait avec des réparations financières à la clé. Et je le dis clairement au sein de l'Union européenne. Donc la France est encore le mauvais élève sur cette question mémorielle. Et je ne comprends pas les politiques. Et Édouard Philippe récemment, lorsque la question lui est posée, dans un débat télévisé, est-ce que la colonisation est un crime? Édouard Philippe ose dire que ça n'est pas un crime. Or, la résolution 1514 des Nations Unies en 1960 décrète que la colonisation est un régime ignoble et que l'autodétermination des peuples est un principe intangible de la Charte des Nations Unies. Donc la France se met même en défaut de respect du droit international. Ça va loin cette histoire. Mais pourquoi toute cette résistance aujourd'hui à cette reconnaissance, M. Karim Zeribi? Est-ce que c'est une sorte d'algérophobie, c'est ce que vous venez de dire à l'instant, islamophobie, ou c'est un refus catégorique de toute forme d'indemnisation par cette non-reconnaissance, puisque ça va ouvrir des brèches pour aller demander réparation matérielle et mémorielle? M. Karim Zeribi. Il y a en France une frange de la classe politique et des médias aujourd'hui qui ne souhaitent pas une relation apaisée entre la France et l'Algérie, il faut le dire. C'est l'extrême droite ou c'est le gouvernement? C'est pas que l'extrême droite. Vous avez le gouvernement qui c'est aussi une droite qui était gaulliste, qui ne l'est plus, qui n'est plus républicaine, qui s'extrémise. Il y a une droite extrême, une extrême droite. Il y a ce qu'on appelle l'union des droites extrêmes aujourd'hui, qui prend de plus en plus de place dans le pays. Je vous rappelle quand même qu'il y a 11 millions d'électeurs en faveur du Rassemblement national, qui est donné gagnant dans tous les sondages. Donc ce pays va mal. Ce pays va mal moralement, ce pays va mal économiquement, ce pays va mal socialement. Donc, et aujourd'hui, la question algérienne est une question qui revient au devant de la scène, donc avec une forme de nostalgie. C'est une question bouc émissaire. Et la communauté algérienne en France en paye aussi le prix. Il ne faut pas l'oublier. Donc les Français aujourd'hui regardent l'Algérien, j'allais dire avec les yeux parfois de l'ennemi. Et il faut aujourd'hui reprendre la main sur ce narratif. Ce narratif aujourd'hui prend de plus en plus de place en France. Alors je ne généralise pas et je n'essentialise pas la société française, que les choses soient claires. Il y a une partie de la classe politique et l'immense majorité des Français, je veux le croire, qui ne sont pas dans cet état d'esprit. Mais ceux qui briguent le pouvoir, et le pouvoir suprême, on parle de l'élection présidentielle française qui aura lieu en 2027, mais en pole position aujourd'hui, des algérophobes. Et ce qui signifie quand même que l'Algérie doit reprendre en main son histoire, reprendre en main sa destinée, et ne pas attendre de la France ce qu'elle ne fait pas depuis 63 ans aujourd'hui, reconnaître l'histoire. Alors si on veut
regarder l'avenir, avec des perspectives de coopération d'égal à égal, il faut tourner cette page historique et mémorielle avec, pourquoi pas, des réparations. Je pense notamment aux essais nucléaires, donc les 17 essais nucléaires qui ont eu lieu de 60 à 66, avec des contaminations environnementales, donc humaines, des dégâts, des enfouissements. Il n'y a pas de cartographie, il n'y a pas de transparence à ce sujet-là. Donc l'Algérie est en droit à ce niveau-là, et contrairement à ce que dit Xavier Dréancourt, l'algérophobe numéro 1 français aujourd'hui, et qui explique que les accords d'Évian ne permettraient pas d'attaquer la France à ce niveau-là, c'est faux. C'est faux. Les accords d'Évian permettaient des essais nucléaires, mais les accords d'Évian ne disaient pas qu'il était autorisé de contaminer des populations, l'environnement, et de ne pas donner les éléments de cartographie, d'enfouissement donc des déchets nucléaires. Donc ça veut dire que l'Algérie est en droit là de porter, je dirais, une action forte à l'égard de la France. Donc il faut aller au bout, mais encore une fois, c'est pas dans un acte d'hostilité. Je suis convaincu que les Français peuvent le comprendre. Donc la France doit aujourd'hui se grandir en reconnaissant l'histoire et en tournant cette page pour qu'on regarde l'avenir ensemble. Ça sera difficile à faire si on ne clarifie pas la position historique. Mais bien sûr, il y a eu aussi parallèlement des enfumades, des déportations, des tortures, à côté bien sûr des essais nucléaires. Mais cette reconnaissance des crimes coloniaux est-elle aujourd'hui une condition indispensable pour construire l'avenir et une relation apaisée? Certains disent que c'est l'Algérie qui fait aujourd'hui l'offensive politique. Quel est votre commentaire justement par rapport, et précisément par rapport à cette question? Écoutez, l'Algérie aujourd'hui, elle est leader en Afrique de la décolonisation totale. Il y a une décolonisation politique de 52 pays africains sur les 54 du continent qui ont été colonisés. Il n'y a pas de décolonisation économique et culturelle de mon point de vue. Et l'Algérie assume cette décolonisation globale et totale en tant que leader du continent africain. Donc, et ça ouvre la voie aujourd'hui à une démarche africaine. C'est une démarche algérienne aujourd'hui qui sera une démarche africaine demain. Il faut aujourd'hui que le récit soit maîtrisé par les pays colonisés et pas par les pays colonisateurs. Ça, c'est le premier point. Et nous pourrons regarder l'histoire donc en face que si les pays colonisateurs font ce travail de mémoire et d'indemnisation. Je l'ai dit, c'est un problème aujourd'hui propre à la France. Quand vous avez d'autres puissances européennes qui l'ont fait, je ne vois pas pourquoi la France aurait des réticences à faire ce travail, à l'accomplir jusqu'au bout. Et à ce moment-là, on pourra avoir des relations euro-africaines, franco-algérienne, beaucoup plus claire, beaucoup plus saine, et regarder devant avec des perspectives d'avenir gagnant-gagnant, ce qui n'est pas encore le cas malheureusement. Monsieur Qassimi, je voulais compléter ce qui a été dit bien dit d'ailleurs par Monsieur Zelibi, c'est qu'en Algérie, le climat et l'environnement politique dans lequel cette loi a été débattue, c'est un environnement politique assez serein, assez cohérent d'ailleurs avec nos principes et notre doctrine. Et aussi, bien sûr, c'est une démarche académique dont l'objectif est de rétablir la pleine vérité sur pratiquement tout un pan de l'histoire. Maintenant, le problème, le verrou se trouve en France, c'est qu'en France, la France n'a pas réussi à faire sa transition d'une culture coloniale vers une culture indépendante qui puisse un peu reconnaître la souveraineté pleine et entière de l'Algérie. Ce qui a été fait d'ailleurs par d'autres nations coloniales, et vous avez cité les noms, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, et c'est des gens qui sont allés vers des repentances officielles intégrales avec bien sûr des réparations. Ce n'est pas le cas de la France, et il appartient maintenant à la classe politique, et je ne pense pas que actuellement la présente classe politique de droite qui a basculé vers l'extrême droite puisse aller vers une décolonisation de la culture politique française qui est aussi vivace et qui empêche à ce qu'on puisse mettre en place une amitié, mettre en place des passerelles bien sûr de coopération sur le moyen et le long terme. Alors, Monsieur Allel Boutelja, vous êtes député à l'Assemblée populaire nationale. Cette loi, c'est un tournant politique ou c'est une continuité historique, puisqu'il y a eu par le passé beaucoup d'initiatives qui avaient été engagées pour la criminalisation de l'acte colonial, et ça existe également dans le préambule de la Constitution. En tout cas, l'objectif numéro 1, c'est bien sûr de préserver déjà la mémoire nationale, parce que dans un contexte géopolitique un peu complexe dans le monde, toutes les nations au jour d'aujourd'hui cherchent les points de
je dirais, de contact et le point qui réunit leur société. Et pour nous, la mémoire nationale est vraiment une histoire qui réunit tous les Algériens. Et il y a eu un vote à l'unanimité, quel que soit, c'est-à-dire l'appartenance des députés. Absolument, et tout le monde a travaillé dessus. Et sous la houlette du président de l'Assemblée, parce que c'est lui-même qui a présenté le projet devant les présents, et ça a une signification très très forte. Après, pour nous, en tant que représentants du peuple algérien, pour nous, on reflète, comme je l'ai bien dit tout à l'heure, les revendications du peuple algérien. Ça n'a rien à voir, ce n'est ni un acte de haine, ni un acte de vengeance envers le peuple français. Loin de là, bien sûr, c'est un acte de souveraineté qui a pour objectif, bien sûr, de clarifier les divergences entre les deux nations par rapport à cette histoire. Oui, mais est-ce que c'est un acte ou un texte symbolique ou un acte politique aujourd'hui? C'est un acte politique, il n'y a rien de... Bon, c'est vrai que le symbole est là par rapport à l'histoire, mais l'acte, il est politique, et bien au contraire, il donne, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les moyens légaux, juridiques et judiciaires entre les mains du gouvernement algérien pour aller vers l'avant, pour l'application et la concrétisation de ce qui a été stipulé dans cette loi. On n'a pas fait une loi pour faire un figurant, loin de là. C'est vraiment c'est un message très très fort aux autorités françaises que le temps était venu pour que cette question de l'histoire doit être traitée sous, bien sûr, l'appui de la loi internationale et, bien sûr, dans un contexte... dans le contexte qu'il faut pour mettre fin à cette question de l'histoire. Alors certains considèrent, M. Karim Zeribi, que certains responsables français, vous en avez cité quelques-uns tout à l'heure, je vais citer Driancourt, qui considèrent que la mémoire est devenue une sorte de chantage politique et diplomatique. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question? Non mais Xavier Driancourt, excusez-moi, c'est une mascarade, je veux dire, donc il cherche en permanence des sujets de crispation et de tension avec l'Algérie. Si c'est pas les OQTF, c'est Boualem Sansal, si c'est pas Boualem Sansal, c'est la mémoire. Si c'est pas la mémoire, donc c'est Christophe Glaise, si c'est pas Christophe Glaise, donc il faut arrêter. Je veux dire, Xavier Driancourt, donc c'est un empêcheur de bonnes relations entre la France et l'Algérie. Il a une forme de rancœur, je ne sais pas. Qu'est-ce qui justifie cette rancœur aujourd'hui, monsieur Zeribi? Je ne peux comprendre le comportement de ce monsieur qui n'a rien d'un grand diplomate dans la manière dont il s'exprime. Hein. La diplomatie, c'est aussi le choix des mots, c'est le respect entre États-nations, mutuelle et réciproque, qu'il est dans une démarche très irrespectueuse, forgée de provocations permanentes. Donc, écoutez, on ne va pas psychanalyser Xavier Driancourt, il y a des experts pour ça, donc je l'invite à aller voir des psychiatres et à se soigner. Donc la réalité aujourd'hui, c'est que, encore une fois, je pense que les peuples français et algériens méritent une relation claire. Donc basé sur la clarification historique et sur une ambition partagée lorsqu'on regarde l'avenir. Et tout ça ne sera possible que si on arrive à se mettre d'accord sur la manière dont on doit percevoir l'histoire. Et l'Algérie n'a pas à attendre de la France qu'elle ait une lecture, je dirais, pleine, entière, vraie. L'Algérie doit faire son travail en tant que pays souverain, et c'est ce que les parlementaires ont fait. Et d'ailleurs, ce mot souveraineté, il est à la bouche de tous le personnel politique d'extrême droite. La souveraineté serait bonne pour la France et pas pour l'Algérie. Donc il y a un paradoxe. Donc cette approche, j'avais de dire, politique, intellectuelle, philosophique à géométrie variable est insupportable. La France est un pays souverain, mais l'Algérie est un pays souverain également. Donc, et l'Algérie n'a pas à attendre ni d'autorisation de la France, ni de validation pour porter à l'Assemblée nationale les lois qu'elle estime bonnes pour elle et pour sa nation. Donc, ça c'est un fait qui est établi. Il en est de même pour tous les sujets en France aujourd'hui. Et c'est là où la France s'affaiblit. Vous savez, nous vivons en France une situation, je dirais, de crispation, et pas simplement dans la relation entre la France et l'Algérie. Pour la question de l'islam et des musulmans, il y a une islamophobie galopante en France. Alors on nous parle d'antisémitisme en permanence. Bien sûr qu'il faut lutter contre l'antisémitisme, mais il faut lutter avec la même force contre l'islamophobie. Ce qui n'est pas fait. Encore une fois, le deux poids deux mesures. Dans le débat géopolitique, on nous parle de l'Ukraine, mais on ne nous parle pas de la Palestine.
encore une fois, le deux poids deux mesures, sur tous les sujets qui peuvent effectivement marquer une sensibilité qui nous est proche, on voit que la France approche, je dirais, une analyse à géométrie variable. Donc non, si la France républicaine, universaliste, pays des droits de l'homme, du citoyen, est fidèle à ses valeurs avec sincérité, authenticité, elle doit reconnaître l'histoire ignoble de la colonisation. 2, elle doit avoir sur le plan géopolitique une position beaucoup plus équitable et beaucoup plus juste à l'égard des peuples opprimés. Ce n'est pas ce qu'elle fait aujourd'hui. Et donc la France se rétrécit, se rabougrit, s'affaiblit. Certains abîment donc ce pays. Et je ne le dis pas de gaieté de cœur, parce que je souhaite effectivement qu'il y ait de bonnes relations entre la France et l'Algérie. Et je pense qu'il est possible d'avoir de bonnes relations. Mais il faut que le personnel politique aujourd'hui, qui est représenté par l'extrême droite et la droite extrême, ne parvienne pas au pouvoir. Et il faut une alternative crédible. Cette alternative, malheureusement, on a du mal à l'apercevoir au moment où on se parle. Mais pourquoi tout cet acharnement médiatique des Français contre l'Algérie? Est-ce que c'est ça qui est aussi à l'origine de la crispation des relations, monsieur Karim Zeribi? Vous savez, quand vous êtes un pays colonisateur, que vous ne voulez pas regarder l'histoire en face, vous avez du mal à voir l'émergence du pays colonisé telle une puissance émergente. Or, l'Algérie aujourd'hui est producteur de gaz, de pétrole, a une puissance agricole extraordinaire, a une jeunesse galopante, une natalité, une démographie qui est positive. On voit la diaspora revenir dans son pays d'origine. L'Algérie qui donne de la voix au Conseil de sécurité des Nations Unies au cours des 2 dernières années avec notre diplomate Ammar Benjema, sur la question palestinienne, sur la question du Soudan, sur la question du Venezuela. Elle paye le prix de ses positions. Une voix juste. Donc l'Algérie dérange. L'Algérie dérange. L'Algérie, effectivement, est un pays non aligné, est un pays qui a des principes forts depuis son indépendance, des principes qui font que ça n'est pas un pays qui est favorable aux ingérences, ça n'est pas un pays qui est favorable à la colonisation, qui est pour l'autodétermination des peuples, où qu'il se trouve, en toutes circonstances, il faut le rappeler. Donc l'Algérie, elle est fidèle à des principes clairs, forts. Et elle n'a pas d'approche à géométrie variable du droit international. Donc aujourd'hui, on voit bien que dans le monde des géopolitiques dans lequel nous vivons, donc on a des rapports de bloc à bloc qui sont forts. L'Algérie n'appartient pas à un bloc. L'Algérie est un pôle africain, méditerranéen, qui peut discuter avec les États-Unis, avec la Russie, avec la Turquie, avec la Chine, avec les pays européens, qui discutent dans une coopération positive. On le voit avec l'Italie, on le voit avec l'Espagne, on le voit avec l'Allemagne, on le voit avec la Slovénie, on le voit avec le Portugal, on le voit avec la Belgique. Le seul pays avec lequel l'Algérie a des tensions aujourd'hui, c'est la France. Donc à partir du moment où vous entendez bien avec tout le monde que vous avez un problème avec un pays, peut-être que la question vient du pays en question. Peut-être que la France devrait aussi se remettre en question sur sa relation à l'Algérie. Et cette remise en question, elle est douloureuse, elle est difficile, donc elle n'est pas faite. J'aurais pensé qu'Emmanuel Macron, appartenant à une nouvelle génération, en 2017, estimant que la colonisation était un crime contre l'humanité, allait faire ce travail à la fois de mémoire, mais de coopération d'égal à égal. Le compte n'y est pas. Alors, monsieur Hassan Qassimi, la France doit se remettre en cause aujourd'hui par rapport aux déclarations de monsieur Karim Zeribi qui vient de faire un instant. Et est-ce qu'on peut considérer aussi que par rapport à la situation actuelle, Macron a les coups des franches? Vous savez que tous les indices qui viennent de France, malheureusement, ce ne sont pas des indices de nature à ouvrir des perspectives pour construire des relations sereines et stables pour l'avenir. Malheureusement, le discours actuellement français, le discours politique, du moins ceux qui sont au pouvoir, l'extrême droite et la droite qui a complètement basculé vers l'extrême droite, c'est un discours qui est profondément nocif à nos relations, qui bien sûr connaissent des moments très difficiles. Je vous donne le cas d'un certain Driancourt. C'est une épave du colonialisme et que nous devons absolument enterrer au plus vite, pour la simple raison que nous avons besoin d'hommes qui puissent construire le futur et bien sûr mettre en place les passerelles du présent. Nous avons des personnalités politiques françaises qui peuvent le faire, qui sont en mesure de le faire. Il faudra absolument les encourager. Maintenant, je voudrais revenir à ce que vous avez posé tout à l'heure, à savoir le chantage et la mémoire. Et là, je vais vous donner des exemples bien précis concernant l'instrumentalisation, la manipulation de la mémoire par la partie française. Je vais vous donner d'abord en 68 la loi sur l'amnistie,
est une loi qui est contraire au droit international. On ne peut pas amnistier des crimes coloniaux qui sont considérés comme des crimes contre l'humanité. La deuxième loi, c'est la loi Guesso, vous la connaissez, c'est la loi de 2005. C'est une hiérarchisation de la mémoire. Et c'est une loi qui a permis de consacrer comme délit la négation de la Shoah. Donc, et là, parallèlement à cela, nous avons des crimes. La Shoah, c'est un crime contre l'humanité, et aussi le colonialisme est aussi un crime contre l'humanité. Deux crimes de même niveau, une loi pour punir et une absence de loi pour prendre en charge ce qui s'est passé en Algérie. Et nous avons la dernière loi, c'est la loi de 2005, qui est aussi une instrumentalisation de la mémoire, qui est aussi une négation des crimes commis par le colonialisme en Algérie. Mais les tensions actuelles, Monsieur Hassan Qassimi, est-ce qu'elles sont similaires à celles que nous avons connues par le passé durant les années 90, avec le qui-tu-qui, bien sûr, sous la présidence de Mitterrand? Vous savez, nous sommes dans la même logique qui est soutenue par un courant politique ayant une matrice coloniale et néocoloniale. L'objectif est de continuer à faire la guerre d'Algérie et par d'autres moyens. Et malheureusement, nous sommes dans la continuité d'un certain nombre d'événements qui répondent au même objectif, à savoir affaiblir l'État algérien, discréditer l'État algérien, et cela, bien sûr, ne construit pas l'avenir des relations entre nos deux pays, entre la France et l'Algérie. Donc voilà un peu toutes les problématiques que nous devons absolument déconstruire pour aller vers de nouveaux rapports qui seraient fondés sur des principes d'équité, des principes de reconnaissance des intérêts des uns et des autres, pour pouvoir envisager un avenir cohérent et pacifique entre les deux rives. Monsieur Karim Siribi ne semble pas être d'accord, bien sûr, avec cette similitude. Non, je pense que vous devez avoir conscience que l'Algérie est un enjeu de politique intérieure en France. Ce n'est pas une question géopolitique ou diplomatique. Si elle était traitée comme telle, ce serait beaucoup plus simple. C'est un enjeu de politique intérieure parce que tout le discours du Rassemblement national, de l'extrême droite, de la droite extrême, est aussi un discours basé sur la théorie du grand remplacement. Une population qui remplacerait une autre. Mais qui est cette population qui remplacerait une autre, à votre avis? Si ce n'est effectivement une population dont fait partie la diaspora algérienne. Et donc il y a un enjeu de politique intérieure à créer une tension avec l'Algérie, parce qu'il y a 5 millions d'Algériens en France. 5 millions d'Algériens en France qui sont, pour une bonne partie d'entre eux, des citoyens franco-algériens, donc français et algériens, et qui peuvent aussi utiliser un pouvoir qui est un droit et un devoir, qui est le pouvoir du vote. Et le pouvoir du vote pour faire en sorte que la classe politique française soit plus respectueuse à l'égard de cette diaspora dans un premier temps, donc ce qu'elle n'est pas toujours, parce qu'elle est victime de discrimination, de plafond de verre, donc d'islamophobie, je disais tout à l'heure, et plus respectueuse aussi à l'égard de l'Algérie, pays d'origine. Et on voit bien que toutes les diasporas organisées ont obtenu ce respect. Et la diaspora algérienne a un devoir aujourd'hui, c'est de s'organiser. De s'organiser en France pour que la France soit fidèle à sa promesse républicaine. Républicaine donc d'aujourd'hui, pas je dirais comptable des crimes commis hier. Et il faut aujourd'hui que cette diaspora joue son rôle plein et entier de citoyen. Donc, si elle le fait, peut-être que la question algérienne ne sera plus un enjeu de politique intérieure. Il l'est toujours parce que nous ne pesons pas, nous ne comptons pas, comme d'autres communautés, donc suffisamment aujourd'hui en France, auprès de la classe politique. Quand vous avez le dîner du CRIF, on va dire les choses clairement, et que tout le gouvernement va au dîner du CRIF pour écouter solennellement le président du CRIF, donc parler d'Israël, parler de la communauté juive, donc on voit qu'il y a une forme de respect, d'attention portée par les politiques français. Ça n'est pas le cas pour notre communauté. Donc, ce qui est autorisé pour les autres, donc en termes d'organisation communautaire, doit l'être pour nous. Et ce ne sera pas du communautarisme. Si demain, la communauté, la diaspora algérienne s'organise en France, ce sera nécessaire pour, je dirais, le respect auquel elle a droit, et nécessaire aussi pour améliorer la relation entre la France et l'Algérie, et que l'Algérie ne soit plus un enjeu de politique intérieure, tel que c'est le cas aujourd'hui donc en France. C'est un enjeu de politique intérieure, l'Algérie. Ils utilisent l'Algérie pour diviser la société française, pour la fracturer. Donc, et c'est ça qui fait mal aujourd'hui à la France, donc, plus qu'à la relation entre la France et l'Algérie, parce que l'Algérie peut vivre sans la France, soyons clairs. L'Algérie est ouverte sur le monde. En revanche,
qui est perdant dans cette relation abîmée? Je pense que c'est la France. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez, la diaspora algérienne, plus de 5 millions aujourd'hui sur le territoire français, organisée, peut-être faire basculer les choses. Bien sûr, évidemment, comme d'autres communautés. Comme la communauté arménienne qui est organisée, la communauté juive qui est organisée. On ne traite pas ces communautés de communautés communautaristes. Donc on ne dit pas que c'est un repli sur elle-même. Pourquoi on le dirait pour nous? Donc on peut tout à fait jouer notre rôle dans la société française en tant que Français, tout en étant fidèle à nos origines, à nos racines, attaché à notre pays, au pays de nos parents, de nos grands-parents. C'est ça, cette double appartenance. Donc il faut que nous en fassions état, donc dans un esprit, je dirais, de coopération positive. Donc c'est notre rôle. Alors, monsieur Alel Boutelja, quel effet concret peut-on attendre à court terme de cette loi qui vient d'être adoptée par le Parlement? Bon, tout d'abord, la loi, après être adoptée par l'Assemblée populaire nationale, elle va être transmise à nos confrères du Sénat, qui vont aussi l'adopter, certainement. L'adopter après avoir la débattre. Et après, bien sûr, il y aura la publication, après la signature de Monsieur le Président de la République, de la loi sur le journal officiel. Et là, c'est à l'exécutif de commencer à travailler sur le texte. Les textes d'application. Absolument. Et bien sûr, directement. Et qui prévoit des indemnisations et des réparations. Eh bien oui, c'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là où le gouvernement doit mettre en avant tous les moyens, comme je dirais, juridiques et judiciaires, pour mettre en application cette loi, que ce soit pour l'indemnisation, que ce soit pour la reconnaissance, que ce soit pour toutes les formes de crimes qui ont été stipulées par le texte de loi. Et à partir Qu'est-ce que vous entendez par tous les moyens juridiques et judiciaires? C'est-à-dire, une fois promulgué, est-ce qu'un citoyen victime justement de cette période pourrait aller au tribunal pénal international, par exemple? Eh bien oui, bon, le texte de la loi... C'est ce que craint la France aujourd'hui pour toutes ces colonies. C'est pour ça qu'il n'y a pas la reconnaissance. Bon, je pense que la France ne craint pas seulement ça. Elle craint que toutes ces dizaines de colonies vont suivre l'Algérie. Oui. L'Algérie, déjà, elle a accueilli le 30 novembre dernier une conférence internationale pour, bien sûr, l'histoire du colonialisme. Et dans le même contexte, au jour d'aujourd'hui, bien sûr... La France refuse toute forme d'indemnisation ou de repentance. En tout cas, le texte de loi ne met aucun plafond ou ne met aucun obstacle devant les autorités algériennes pour aller en application de ce qui a été stipulé dans le texte de la loi. Ça veut dire qu'il va au tribunal pénal international, aux Nations Unies, dans les instances internationales. Là, c'est aux autorités algériennes de tracer ce qui a tracé pour l'application du texte. Monsieur Kassimi? Oui, je vais préciser des points assez importants concernant la judiciarisation de la mémoire. 9. Donc, premièrement, vous devez savoir que concernant les traités qui ont été mis en place à Cour de justice internationale, tribunal pénal international, on a mis en place des verrous qui ne permettent pas de juger des crimes coloniaux. Les verrous, c'est le principe de non-rétroactivité, c'est-à-dire que tous les crimes qui sont antérieurs à la création de ces institutions ne peuvent pas être jugés au nom de ces principes. Maintenant, il y a un autre débat plus important, peut-être si j'aurai tout à l'heure, je dirai quelques mots. D'abord, l'un des objectifs les plus importants de cette loi, en plus de la protection de la mémoire, c'est que c'est une loi qui est en train de mettre en place la première pierre d'un édifice qui est national, mais qui pourrait être dans l'avenir un édifice qui va être complété par un édifice international pour juger dans le futur des crimes coloniaux. D'abord, l'Algérie est le premier pays dans le monde à avoir adopté une loi sur la criminalisation du colonialisme. Il n'y a pas d'autre pays. Il y a des dispositifs législatifs sur le colonialisme et sur la mémoire, mais il n'y a aucun pays ayant criminalisé le colonialisme. Donc c'est un peu, l'Algérie est en train d'être un leader en matière de criminalisation. Et bien sûr, c'est une porte ouverte à d'autres pays en Afrique, dans le monde arabe,
en Asie pour pouvoir adopter des dispositifs législatifs identiques. Et je vais vous donner encore une autre information très importante, c'est qu'entre 1999 et 2003, il y a un projet de convention internationale au niveau des Nations Unies sur les crimes contre l'humanité. Mais là, les empires coloniaux, c'est-à-dire les États coloniaux, la France, l'Angleterre et d'autres pays, ont mis en place un certain, bien sûr, nombre de verrous pour que les questions coloniales ne puissent pas être jugées dans l'avenir et bien sûr condamner ces pays. Donc c'est important de le rappeler que sur ces questions, il y a des perspectives qui ont été ouvertes par la loi, mais sur le plan international, il y a des verrous. Mais il y a aussi une évolution qui était lente, il faut le reconnaître, mais c'est des évolutions qui sont importantes, qui peuvent déboucher sur d'autres mécanismes qui seront encore plus contraignants, devant ouvrir la voie à la possibilité de juger des crimes coloniaux, même s'ils sont considérés comme étant imprescriptibles. Il y a un deuxième point que je voudrais très important et déconstruire, c'est la théorie du grand remplacement. Vous en avez parlé tout à l'heure. Vous savez qu'en 2025, et on a vu les statistiques françaises de 2025, pour la première fois au niveau de l'état civil, le nombre de la mortalité est équivalent au nombre de naissances. Ça veut dire quoi? Ça, on peut tirer des conséquences très importantes. Ça veut dire que la société française ne se renouvelle plus et que la démographie dans ce pays est en déclin. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que la France a besoin d'une immigration pour pouvoir reconstituer sa population, pour pouvoir un peu soutenir son économie et son industrie. Et il faut le dire aussi, sans la migration, la France est un pays mort. Pour la simple raison que la population ne se renouvelle plus, et c'est des chiffres de l'Office national des statistiques de France. Monsieur Kassemi, vous pouvez élargir cette analyse à l'Europe, aller plus loin. Oui. 450 millions d'habitants aujourd'hui sur le continent européen. Dans 25 ans, il y aura 420 millions d'habitants. Il y aura 30 millions d'habitants de moins en 25 ans sur le continent européen. Or, en Afrique, on a 1,5 milliard d'habitants aujourd'hui, 2,5 milliards dans 25 ans, 1,5 milliard d'habitants de plus. Donc on a un continent qui est en déclin sur le plan de la natalité, qui est vieillissant, donc qui ne se renouvelle pas, et on a un continent donc, qui est en pleine émergence, donc qui se renouvelle. L'enjeu aujourd'hui pour le continent africain, c'est qu'il faut cesser de se faire piller ses ressources et ses matières premières. Donc il faut faire du Made in Africa, il faut développer cette zone de libre-échange en Afrique, il faut qu'il y ait cette décolonisation, je dirais, globale, économique et culturelle. C'est le cas pour l'Algérie, ça n'est pas le cas pour tous les pays du continent africain, pour faire en sorte effectivement que l'Afrique soit un continent souverain, réellement indépendant, donc qui puisse compter dans le monde tel que ça n'est pas aujourd'hui. Mais vous avez raison de le dire, sans l'immigration aujourd'hui, si on prend l'exemple de la France, il n'y a plus d'économie française. Il n'y a plus d'économie française. Que les choses soient claires. Il y a 26% des médecins aujourd'hui français, en France, pardon, qui sont étrangers. Et je pourrais vous donner des pourcentages dans toutes les composantes de la société. Donc 18% d'ingénieurs, 15% de commerçants artisans qui sont étrangers, 51% des taxis sont étrangers à Paris. Donc 50% des cuisiniers dans les restaurants français de Île-de-France sont étrangers. Donc il y a des étrangers aujourd'hui qui font tourner l'économie française. Donc oui, cette théorie du grand remplacement est un fantasme, mais c'est un fantasme surtout parce que la France est en train de se rétrécir, de se recroqueviller sur elle-même. Et c'est triste, parce que ça n'est pas en adéquation avec les valeurs françaises universalistes. Donc je pense qu'il y aura une génération qui devra à un moment donné retrouver une forme de cohérence qu'il manque aujourd'hui cruellement à la classe politique française. Mais ce qui dérange, M. Karim Zeribi, la France aujourd'hui, c'est les questions que défend l'Algérie, les principes de l'Algérie, son attachement à sa souveraineté nationale. C'est ça les questions qui dérangent la France aujourd'hui, monsieur Karim Zeribi, ou alors la France a un regard différent à l'égard de l'Algérie comme étant l'ancienne colonie, elle doit maintenir encore ce statut.
Il y a un peu de tout ça. Je pense qu'il y a une forme de nostalgie, de domination perdue, difficulté pour certains d'accepter que l'Algérie soit indépendante, souveraine, la voix de l'Algérie sur la scène internationale. Je l'ai dit au Conseil de sécurité ces 2 dernières années, qui a été très forte, contrairement à la voix française. La voix française a été très timide sur la Palestine, très timide sur la Palestine. La France n'a pas reconnu le génocide, ne le reconnaît toujours pas, commis en Palestine. L'Algérie n'a pas hésité à porter une voix pour la justice des peuples opprimés et pour l'autodétermination du peuple palestinien. Donc oui, cette voix, elle dérange et elle gêne aujourd'hui. Elle gêne la France, mais elle peut gêner aussi d'autres puissances qui font état d'une tentative d'ingérence sur l'Algérie, notamment avec cette guerre nouvelle qui s'ouvre à nous, c'est la guerre de la communication. On le sait très bien. Vous savez très bien on est dans ce contexte de guerre de communication. Bien sûr. Avec sur le plan militaire, l'Algérie est une puissance, une 4e puissance au monde. Sur le plan énergétique, l'Algérie est une puissance, producteur de gaz de pétrole. Et sur le plan de la communication, on essaye effectivement parfois de déstabiliser l'Algérie à base de fake news, mais on le fait de manière grossière et ridicule. Sur une chaîne française, on a expliqué qu'en Algérie, on faisait la chasse aux bûches de Noël. Donc, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau. On est au ras des pâquerettes, c'est le niveau du caniveau, là. Donc, on nous fait croire que les chrétiens ne sont pas les bienvenus en Algérie. Alors que l'Algérie, les autorités algériennes mettent des moyens pour restaurer Notre-Dame d'Afrique. Que Jean-Paul Vesco a été fait algérien. Je rappelle que c'est l'archevêque. Il y a eu toutes les messes de Noël à travers tout le territoire. Que le pape veut faire son premier voyage en Afrique, en Algérie. Excusez-moi, si l'Algérie était vraiment ennemie des chrétiens, on n'en serait pas là. Donc, vous voyez, on est prêt à raconter tout et n'importe quoi. Et là, il faut que l'Algérie prenne conscience qu'il y a un outil de soft power qui est celui de la communication. On ne doit plus être simplement dans la contradiction fake news. On doit aussi avoir un récit. Maîtriser notre récit, maîtriser notre narratif, ne pas être dans la contradiction de ceux qui racontent n'importe quoi sur l'Algérie et les Algériens. Ça aussi, c'est un défi qui se présente à l'Algérie. Mais que cache réellement cette guerre médiatique, monsieur Karim Zeribi? Est-ce qu'on peut la considérer comme étant un prélude à une tentative de déstabilisation, puisqu'on a vu que la France agit pratiquement de la même façon sous l'ère Sarkozy avec la Libye et d'autres pays aussi de l'Afrique? Évidemment que... Il y a des témoignages aujourd'hui, la langue se délie. La communication, elle est utilisée comme un outil de déstabilisation. La communication négative, la communication d'influence, la communication, je dirais, mensongère, elle est utilisée comme un élément de déstabilisation. On fait dire parfois des choses qui n'existent pas. Donc on fait état d'une situation qui n'a aucune réalité. C'est une vérité. Et c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui être à l'offensive avec tous les outils de la communication. Et vous savez, l'intelligence artificielle, les plateformes digitales ne favorisent pas donc un discours de vérité. Donc, et on a des puissances étrangères, je pense aux Émirats, qui sont aussi dans une forme d'ingérence. Vous savez, le dernier sondage sur l'IFOP concernant les musulmans en France, il a été commandé par une officine qui est payée par les Émirats. Et c'est pour déstabiliser qui? Les musulmans en France. Donc il y a des stratégies machiavélistes là, donc, et je dirais de déstabilisation. L'Algérie est un pays aujourd'hui émergent, non aligné, indépendant, souverain, avec une voix forte qui peut déranger certains plans. Donc il faut l'entendre. Donc, et pour cela, il faut se protéger. Monsieur Hassan Qassimi, rapidement sur la question. D'abord, je voudrais dire une chose importante, c'est d'essayer de renforcer notre diaspora algérienne qui est à l'étranger. Renforcer le frein interne aussi. Oui, sans aucun doute. Mais là, à l'étranger, nous avons des enjeux très importants, très forts, et dans plusieurs capitales du monde. Là où, bien sûr, le destin du monde actuellement la diaspora. Et monsieur, d'ailleurs, on doit mettre en valeur les efforts qu'il fournit, le courage qu'il a pour être au front tous les jours et sur tous les plateaux. Et là, bien sûr, nous sommes dans des guerres hybrides de dernière génération. On utilise tous les moyens pour, pas uniquement affaiblir les États, mais pour détruire les États. Donc, dans ce cas-là, il faudrait absolument qu'on se redéploie à l'international de manière très forte, de manière organisée, avec, bien sûr, plus de moyens, parce que ce sont les moyens qui font un peu la force de nos lobbies d'influence
à l'étranger. Et là, il faut créer, c'est-à-dire du lobbying international. Bien sûr, l'Algérie comme le font tous les pays s'inscrit d'ailleurs. toujours, il faut le dire, on ne le dit jamais assez, que nous inscrivons dans le cadre du respect, de la mise en valeur des principes du droit international, le droit à la vérité, le droit à la justice, le droit à la réparation. C'est un peu le fondement de cette nouvelle loi criminalisant le colonialisme, bien sûr, qui doit constituer, bien sûr, un appel aux autorités politiques françaises de revenir à la raison et de revenir vers un débat plus serein. Alors, M. Ali El-Boutelja, le Parlement doit aussi être à l'avant-garde, fédérer toutes ces initiatives rapidement, puisque même il y a, c'est-à-dire accord sur les deux principes qu'il faut mettre les moyens pour créer une sorte de lobbying international. Eh bien oui, nous, en tant que... Il faut du moyen, il faut beaucoup de moyens. En tant qu'institution législative, nous, bien sûr, nous continuons à suivre la vision de l'État, la vision de M. le Président de la République, afin de construire une Algérie forte, une Algérie souveraine, une Algérie qui a toujours eu son mot et un mot très très fort sur le cadre international. Bien sûr, nous travaillons beaucoup plus, c'est le grand combat, c'est le front interne. Nous sommes pleins dedans. Interne et externe, il faut les deux. Nous sommes pleins dedans pour... il y a 5 millions d'Algériens en France. Pour accompagner, bien sûr, tous les efforts de l'État. Nous, en tant que représentants du peuple, nous restons toujours à l'écoute de nos concitoyens, bien sûr, que ce soit en Algérie, que ce soit en diaspora. Nos confrères députés de la diaspora, que ce soit en France, que ce soit ailleurs, continuent à travailler, continuent à coordonner avec nos représentations diplomatiques et avec, bien sûr, tous les Algériens qui travaillent pour la bonne cause. Entre autres, c'est M. Karim Zeribi. Et notre travail continuera sans cesse. C'est notre pays et on doit mettre tous les moyens à bord pour faire avancer les choses. Alors, il nous reste moins de 2 minutes. Monsieur Karim Zeribi, cette question, bien sûr, nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de pays européens qui ont reconnu leurs crimes coloniaux et qui ont présenté des excuses et même des indemnisations. Vous avez l'Allemagne à l'égard, bien sûr, de l'Europe à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, forcée par les pays qui ont remporté cette guerre, dans la France, qui est membre du Conseil de sécurité. Vous avez l'Allemagne aussi à l'égard, bien sûr, de la Namibie. Vous avez l'Italie avec la Libye, l'exemple il est édifiant. Vous avez aussi la Belgique, aussi avec ses anciennes colonies, mais il n'y a pas, bien sûr, avec le Congo. Vous avez le Royaume-Uni le Royaume-Uni avec le Canada et d'autres pays. Vous avez aussi la France plutôt qui se refuse. Est-ce que la mobilisation de notre diaspora, de notre communauté pourrait faire inverser les choses? Et c'est ça qu'il faut créer au niveau international, c'est-à-dire faire du lobbying au niveau de toutes les instances, puisque nous avons d'imminentes personnes qui sont à l'étranger dans tous les pays du monde, partout. Écoutez, Soleil Lachmi, on arrive à la fin de votre émission. Moi, j'ai envie de dire un mot sur l'Algérie une et indivisible. Je pense que c'est un enjeu qui est crucial. L'Algérie une et indivisible, c'est les Algériens d'Algérie, les Algériens de l'étranger. Ça forme une communauté nationale qui doit faire face à l'adversité, qui doit porter un discours de vérité, un discours de justice. Donc c'est ce que fait l'Algérie sur la scène internationale. L'Algérie n'est pas un pays qui génère de l'hostilité ou des tensions, n'est pas un pays qui fait de l'ingérence. Et sa diaspora se comporte de la même manière là où elle est installée. Elle est tout à fait ouverte sur le monde. Et je crois que nous avons un enjeu qui est fondamental. C'est d'être solidaire entre Algériens face à l'adversité, face à ceux qui veulent déstabiliser l'Algérie. Il y a des tentatives, donc on le voit, qui veulent parfois régionaliser l'Algérie plus qu'elle ne l'est. Donc il y a des tentations de fracturer la communauté nationale. Il faut que nous fassions corps. Et M. Kassemi a dit quelque chose d'important tout à l'heure, je veux finir sur ça. Vous savez, il y a une diplomatie officielle. Ce sont nos diplomates, on a une grande diplomatie. Mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a une diplomatie de la société civile. Cette diplomatie de la société civile, c'est le rôle de la diaspora dans le monde. Il faut que nous puissions fonctionner main dans la main. Monsieur Karim Zeribi, merci. Merci d'avoir bien sûr été notre invité aujourd'hui aux côtés de Monsieur Boutelja Alel, qui est député à l'Assemblée populaire nationale, et également Monsieur Hassan Qassimi, que vous connaissez parfaitement. Madame, Monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Je vous retrouve samedi prochain.